Les leçons de 2024 sur les marchés financiers pour mieux naviguer dans la perspective de 2025. L'année vient de commencer. Nous allons dresser un bilan boursier de 2024, mais surtout tirer les enseignements de cette année passée pour l'année qui nous attend, avec deux experts à mes côtés en plateau dans Smart Patrimoine. Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr, et Marc Templeman, le cofondateur de Cashvie. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Question très ouverte sur ce qui vous a marqué de la dynamique des marchés financiers globaux en général en 2024. Je retiens une année de fracturation des actifs financiers entre notamment ce qu'on a vu sur le marché américain et dans le reste du monde. Régis, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, de votre côté ? Alors bien sûr, on pourrait parler de ce marché bipolaire entre les États-Unis et le reste du monde. Il y a d'autres choses qu'on pourrait retenir, peut-être qu'on n'a pas vu. Par exemple, l'étonnante faible volatilité du pétrole. C'est quand même étonnant de voir l'Iran en guerre, se faire bombarder, et un pétrole qui ne bouge pas. Une seconde chose que j'ai trouvée intéressante, dont on parle peu, c'est les taux d'intérêt chinois. Qui sont tombés, là, on est autour de 1%. Un effondrement des taux longs chinois. Absolument, qui laisse craindre, je ne crois pas qu'il faille voir ça d'un bon œil, qui laisse craindre une déflation rampante en Chine. Alors, on pourra parler évidemment de la deuxième année consécutive du S&P 500, au-delà de 20%. D'ailleurs, sur les 6 dernières années, ça fait 4 ans à plus de 20, mais c'est juste de la folie, ça s'est pas vu, jamais vu historiquement. Donc voilà les quelques spots qui m'ont intéressé cette année. J'entends. Bon, on va y revenir, les enseignements de 2024 pour 2025. Sur 2024, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a marqué, Marc Templeman ? Alors, on peut rajouter quelques éléments. Je pense qu'on peut parler de l'or, qui a quand même très bien performé. Alors, typiquement, le cours de l'or évolue en sens inverse des marchés actions. Là, on a une année où, au-delà du S&P 500, l'or a monté plus que le S&P 500. Donc, autant dire que pour ceux qui adorent cette classe d'actifs, ils ont eu plutôt une bonne année. Et puis, on doit remarquer aussi quand même la stagnation du CAC 40, qui était un des mauvais élèves en Europe. Donc, certes, il y a eu ce monde bipolaire, mais dans ce monde bipolaire, la France a particulièrement pas su tirer son épingle du jeu. Tiens, enseignement, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je me souviens très bien qu'en début d'année 2024, sur les 3-4 premiers mois, on a parlé du CAC 40 comme étant un indice leader. C'est-à-dire que c'était l'indice qui devançait tous les autres. Je crois même qu'on surperformait peut-être la partie américaine. Ça a duré quelques mois pour le CAC 40, et c'est vrai qu'il y a une deuxième partie d'année un peu moins conséquente, pour dire les choses, Marc. A posteriori, comment on l'explique ? C'est vrai qu'on s'est tous focalisés sur la situation politique, le désordre, le vide politique. C'est sans doute une partie de la réponse. Est-ce que ça explique l'ensemble de la sous-performance du CAC sur 2024 ? Non, je ne pense pas que ça explique la totalité de la sous-performance du CAC. Je pense que le CAC est très lourd en valeur du luxe. Le luxe est un secteur qui a souffert. Il y a une autre grande valeur qui est dans le CAC, qui est Stellantis, qui a beaucoup souffert, et l'incertitude... Qui était à plus... Non mais, c'est ça qui est dingue. Premier trimestre, Stellantis était à plus 40. On est d'accord. Depuis le 1er janvier. Ça s'est effondré pour terminer à moins 20, moins 30, moins 40. Quoi. Et pour démontrer que l'incertitude politique n'est pas le seul facteur, l'incertitude politique existe aussi en Allemagne. Le DAX a bien performé, grâce notamment à une valeur, le SAP, une valeur technologique, qui à lui seul représente 40% de cette hausse de 10% du DAX l'année dernière. Ouais. Ça nous dit beaucoup de la gestion indicielle, c'est un peu votre domaine. Non mais, un mot là-dessus, Régis, parce que 2024 a été encore une année de raz-de-marée pour les flux de collecte sur la gestion indicielle. Alors, vous avez raison. Juste un mot sur le CAC 40, parce que j'ai essayé quand même de dire un truc sympa sur le CAC 40. C'est pas évident, il faut un peu se forcer. Mais en termes de performance relative par rapport à l'Eurostoxx 50, il y avait eu 2 très belles années, fin 2020, 2021 et 2022. Et 2023-2024, on a perdu toute l'avance. Et c'est vrai que l'écart par rapport au marché a été une catastrophe cette année, et il faut remonter à plus de 15 ans pour trouver un tel écart. Est-ce qu'il faut jouer l'Europe ou... Je ne sais pas, ce sera peut-être une des questions plus tard. Mais oui, mais c'est ça. Concernant la gestion indicielle, d'abord, la gestion en stock picking, en mutual fund, a connu des dégagements record, 450 milliards qui sont partis de ces mutual funds. Je m'inquiéterais à leur place. Enfin, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils sont en train de transformer leur mutual fund en ETF. Effectivement, moi, quand j'ai commencé à me spécialiser sur les ETF, c'était il y a 17 ans à peu près. Le marché des ETF, c'était à peu près 1000 milliards.
à peine moins de 1000 milliards. Aujourd'hui, on est à 15 000 milliards de dollars. C'est un succès formidable. Ouais. Ne me dites pas que c'est un effet de mode. Hein. Non, c'est une tendance structurelle. Voilà, Ah bah oui. exactement. Non, Parce qu'on parle souvent, on voit les articles, la mode Z. Ouais. Non. Bon, avec un track record comme celui-là, effectivement, je crois que même Warren Buffett nous a toujours appris que faire mieux qu'un ETF S&P 500, c'était Absolument. compliqué, C'est ce qu'il conseille à sa femme. même pour lui. Bon, sur 2025, alors, qu'est-ce que nous dit 2024 de ce qui peut arriver en 2025 ? Quelles sont les tendances, messieurs, que vous voyez se confirmer, se renforcer, s'exacerber encore cette année ? Quelles sont les tendances qui pourraient être altérées, modifiées, voire empêchées peut-être ? Alors, je prends la main. Ouais. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, il faut être extrêmement humble et se souvenir que début 2024, tout le monde attendait un S&P 500 autour des 5000 points et qu'on est à 6000. Donc, les prévisions, c'est compliqué, surtout puisqu'elles parlent de l'avenir. On a une tendance qui est ultra claire. On est dans une phase de bulle. Il y a un tas d'indicateurs qui sont au rouge. Les valorisations, le comportement des investisseurs, le positionnement des investisseurs. Vraiment, tout ça C'est euphorique, là. est extrêmement tendu. D'accord. Extrêmement tendu. Néanmoins, quand on regarde les marchés, et je crois qu'il ne faut pas attendre un signe macro qui va nous dire « Oh là là, on a eu le chômage à tel niveau », pas du tout. Je pense que le signe sera micro et qu'il faut regarder le comportement eux-mêmes des marchés. On se souvient qu'au mois d'août, on a eu une correction extrêmement violente. D'accord ? Oui. Ça a duré 3 jours Oui. et ça s'est corrigé. Donc, il y a des excès dans le marché qui sont prêts à éclater. Maintenant, quand on scrute, pour l'instant, c'est d'un calme. Je ne sais pas si tout le monde est revenu de vacances, où il y a des réallocations de début d'année. C'est vrai que les cracks sont rarement en janvier, février ou mars. Mais voilà, attention. Donc peut-être un des conseils que je peux donner pour 2025, c'est dans son portefeuille, garder la possibilité d'ajouter du risque dans l'année. D'accord. On aura peut-être des Faire du cash, quoi. Faire du cash. Pas forcément, chacun avec son curseur, peut-être avec des fonds qui sont un peu plus prudents, avec pourquoi pas des fonds équipondérés. Ne serait-ce que ça. Le S&P, l'indice S&P équipondéré a plutôt bien fini l'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pas tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, toutes les mid-cap et les small-cap qui ont joué l'effet, qui sont remontés sur l'effet Trump début novembre, ont à peu près perdu ce qu'elles avaient gagné. Donc, ça peut être des bons points d'entrée. Ouais. Mais voilà, selon le curseur, gardez une possibilité de rajouter du risque. Marc, vos réflexions en matière d'investissement pour 2025 là. Je vais rebondir sur ce que disait Régis. Je pense que quand tout le marché est one way et que unilatéralement tous les analystes prédisent une nouvelle année de hausse du S&P, il faut se méfier. Donc c'est le marché américain qui pose problème spécifiquement là. Je dirais deux choses. D'abord, je dirais qu'il suffirait d'un grain de sable pour faire changer ce sentiment, et quand le sentiment de marché change, ça peut aller très vite. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça pose un risque pour le marché américain, et c'est peut-être une opportunité pour le marché européen, où le sentiment est plutôt bearish, mais où quelques éléments, et je peux penser à un élément géopolitique, imaginons une seconde qu'on trouve un accord de paix en Ukraine, ça pourrait être le genre de facteur qui pourrait déclencher un sentiment bien plus positif pour les valeurs européennes. Donc, première recommandation, restez diversifiés. Deuxième, pensez peut-être à des classes d'actifs dites partiellement défensives. J'en pense à 2-3. Il y a une place pour nous, en tout cas dans les portefeuilles, pour des produits structurés qui vous protègent à la baisse. Certes, vous êtes limité à la hausse, mais qui vous protègent à la baisse, soit totalement, soit partiellement. Les conditions de marché restent bonnes pour Absolument. ces actifs et ces produits structurés Il nous aujourd'hui. semble qu'il y a une place à faire dans les portefeuilles pour ce type de produits. Et de l'autre côté, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, l'or, les commodités, c'est des classes d'actifs qui ont tendance, lorsque une crise se fait jour sur le marché boursier, à résister. Donc, je partage tout à fait ce qu'a dit Régis. Le marché reste beau, le sentiment reste bon, mais moi, je me méfie quand tous les analystes sont dans le même sens. Ouais. Voilà. Le consensus sur le S&P nous dit que effectivement 2025 sera une nouvelle année de hausse pour le S&P 500. On n'a pas évoqué l'univers obligataire ou crédit, mais qui a été une classe d'actifs incroyable en 2024. Enfin, je crois que le rapport rendement-volatilité était imbattable pour des indices crédit. Ça reste là aussi dans une allocation un peu globale, une classe d'actifs incontournable pour vous en 2025, Marc. En termes de diversification, oui. Maintenant, je constate quand même que le
le niveau des défauts est en hausse aux États-Unis. Et donc, je pense qu'il faut distinguer entre, d'une part, les obligations étatiques, d'autre part, le crédit high grade, investment grade, et le crédit high yield. Sur cette dernière, la performance de l'année dernière a été effectivement impressionnante. Ouais. Je ne suis pas certain qu'on pourra la répliquer cette année. Je serai un peu plus prudent, mais ça, c'est ma nature à moi. Oui, les écarts, les spreads se sont fortement compressés, effectivement, dans cet univers. Régis, pour rebondir avec vous, vous évoquiez effectivement l'effondrement des taux chinois, l'idée d'une déflation qui s'installerait peut-être en Chine. Est-ce que le facteur chinois va être un facteur important en 2025 et comment est-ce que vous le voyez peut-être influencer la sphère globale des marchés ? Alors c'est compliqué d'avoir une idée claire de l'économie chinoise parce que, bon, d'abord, on ne connaît pas toujours tous les chiffres, et puis d'un point de vue macro, ils ne sont pas très bons régulièrement. Que les plans de relance, pour l'instant, ne sont pas très clairs. Il y a une vraie volonté. Ce qui est nouveau depuis 2024, c'est qu'il y a une vraie volonté de relance, une prise de conscience de la situation. Et on voit que le marché chinois réagit à une capacité de réaction extrêmement violente, extrêmement favorable, puisque en 3 semaines, il a pris 40% à l'automne dernier. Donc, mais cette impulsion déflationniste, je ne suis pas sûr qu'elle ne va pas nous toucher. La deuxième chose, c'est que tout le monde parle de l'intelligence artificielle et de l'impact sur les magnifiques 7, les 7 magnifiques. On dit les Batman maintenant. Il y a Broadcom en plus dans les... Allez, c'est les Batman maintenant. Les Batman. Mais je resterai démasqué. Je ne comprends pas pourquoi le marché obligataire ne nous dit pas qu'il y a un risque déflationniste. Parce que l'intelligence artificielle va avoir un impact déflationniste majeur, puisqu'on est capable de produire autant avec moins de personnes. Donc c'est plus de chômage, donc c'est une pression sur les prix moins forte. Et à partir de là, c'est l'inflation. Donc moi, je crois que le marché obligataire, effectivement, il faut faire la distinction, comme l'a dit Marc, mais lorsqu'on recherche la protection, le marché obligataire me semble attractif, puisqu'on parle de risque inflationniste pour l'instant. Mais un peu de duration, là, pour 2025, ça peut être intéressant, effectivement, sur le marché obligataire. L'indice, le TFTLT sur les marchés américains, c'est ça. Les obligations long terme. Obligation long terme américaine, plus de 20 ans. C'est sa 4e année négative. Il n'avait jamais fait ça. Pourquoi pas en mettre un peu ? Bon, ben voilà les grandes questions de 2025 et les réponses, en tout cas à ce stade, qu'on pouvait apporter, les éléments de réflexion. Merci à vous deux, messieurs. Marc Templeman, cofondateur de Cashbee, et Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, qui étaient les invités d'Enjeux Patrimoine dans Smart Patrimoine.